Mon nom est Martin Thomas Côté et je suis toujours pris avec mes deux injustes, Patrice Riverain et Alan Lévesque. Vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Hey, déjà là pour un 4e épisode. Je sais pas à combien d'épisodes c'est rendu correct d'arrêter de compter. Je sais pas. 4, c'est-tu correct? On continue comme ça? On va arrêter après le 5. Après le 5, il n'y aura plus de numéro. Encore un gros show aujourd'hui. Je commence à trouver que ça prend beaucoup de temps de faire un podcast. J'ai jamais lu, écouté et vu autant de choses en si peu de temps. Je commence à avoir le cerveau plein. On est allé voir Thor Ragnarok et c'était notre première sortie entre Injustes. Oui, une belle sortie de trio, là. La petite fille nous a même demandé si on était un couple quand on a acheté nos billets. J'ai fortement appuyé sur la rumeur en disant « Merci chérie de payer mon billet. » Mais rendu dans la salle, c'était un délire. Mais première soirée entre Injustes, puis assurément, on va se refaire ça, puis on va espérer croiser des gens qui nous écoutent en plus. C'est encore plus le fun. Donc, on va revenir sur Thor Ragnarok, on va revenir sur Stranger Things. On avait dit lors du dernier podcast qu'on allait en parler. On a un invité encore une fois cette semaine, Steve Dallaire, qui est promoteur pour Frisson du Nord, festival de festival de courts-métrages d'horreur, fantastique, science-fiction. Donc, on va en parler avec lui dans quelques minutes. On va parler de notre poison aussi. On a vu des trucs. J'ai hâte de savoir ce qui a occupé votre esprit dans les derniers jours. Mais tout d'abord, on va se clencher assurément une coupe de Storm News. Les Injustes. I'll be back. Oh, dans les Storm News cette semaine, vous avez remarqué que ça a encore changé de nom, c'est pas de ma faute. Oui. Ah oui, c'est un peu de ma faute. On va commencer avec... je déteste ça quand on commence comme ça, mais avec le DC Universe au cinéma. Encore des nouvelles qui nous arrivent à gauche, à droite, en avant puis en arrière. Là, je sais que le gros buzz actuellement, c'est d'abord l'attente de Justice League. Êtes-vous prêts, les boys? Ça s'en vient dans moins d'une semaine? Ben, ça arrive dans 2 semaines. Je pense que ça sort le 17 novembre. Ouais. Personnellement, j'ai quand même relativement hâte. Je suis curieux de voir le résultat que ça va donner. On va revenir à ce qu'on a dit. Wonder Woman nous a donné un petit peu d'espoir. C'est qu'on veut voir qu'elle soit donnée. Les dernières bandes annonces qu'on a sorties, comme on a dit, les personnages du film ont l'air d'avoir du fun. Mais encore une fois, ce qui est bizarre, le film nous sort dans 2 semaines, puis on n'a pas de prédiction de fin de semaine. Thor Ragnarok, ça fait 2 semaines qu'on sait qu'il va se lancer 400 millions en fin de semaine. Justice League, on n'a pas encore un chiffre. On n'ose pas se prononcer de peur que ce soit un flop ou... Ben, ils sont rendus frileux. Ils veulent pas trop projeter pour arriver puis à un moment donné se casser la gueule. L'épisode Blade Runner? Ouais. Ça a fait mal, l'épisode Blade Runner. Ça, c'est terrible. Ça a fait très mal. Puis, sans compter qu'aussi, des dernières nouvelles que Warner avait sorties, c'est que pour tout ce qui va suivre dans leur film, y compris leur prochain gros titre qui est supposé sortir, le Flashpoint avec The Flash, le film, ils ne savent même plus vraiment s'il va exister. Ça va défendre qu'est-ce que Justice League va faire au box-office. Ça fait que j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros blocus. Tous autant des reviews que toutes des prédictions au niveau du box-office. Il n'y a rien qui va sortir de ce film-là. Ils vont garder un silence total jusqu'au temps que le film ait passé la première fois. Bon, on va en reparler tout à l'heure de Thor Ragnarok parce que c'est quand même le 16e film de l'univers Marvel dans le MCU officiel. En passant, je peux déjà pas vous faire de grosses surprises. Là, ça passe le test. Là, je pense qu'on s'est pas mal mis d'accord là-dessus. Ça passe le test. Mais pour DC, on est rendu à combien de films? Là? 1, 2, 3, 4. C'est quoi le 4e film à peu près de l'univers de DC? Oui, effectivement. Il y a 2 Superman. Oh. On a Wonder Woman pour avoir Justice League. Ouais, alors c'est peu, puis on commence à branler dans le manche, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Tu me parlais de Flashpoint, qu'est-ce qui se passe là? On veut vraiment savoir si Justice League fonctionne, sinon on donne pas le feu vert. Pourtant, ça semblait quand même bien avancé. Ben, ils ont réécrit le film 4 fois, ils ont sacré dehors 5 réalisateurs, ils n'ont pas encore signé d'autres réalisateurs, ça fait que autant dire qu'il n'y a rien de fait. Je vous pose la question, vous avez lu Flashpoint, le comic? Moi, j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire. Est-ce que le public général est prêt à voir ce genre d'histoire-là au cinéma? Je suis pas convaincu parce que si on prend, par exemple, là, un univers alternatif qui découle d'un événement X, est-ce que ça va pas mêler tous les gens qui comprennent déjà pas pourquoi est-ce que c'est plus le même Batman, pourquoi est-ce que Robin n'est pas là, pourquoi est-ce que tout d'un coup, Wonder Woman
qu'est-ce qu'elle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, Et il y a plein d'inconnus, il y a plein de trous noirs dans l'univers d'ici, là, au cinéma, et je sais pas si le monde est prêt à faire ça. Ben, en quelque sorte, le Flashpoint, on va oublier ça. Le film, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Je suis convaincu que ça n'a rien à voir avec les BD ou même le dessin animé qu'ils avaient fait par rapport à ça. Moi, j'y vois plus dans la théorie du complot, que plein de monde sort sur Internet. Flashpoint, c'est pour tous les acteurs puis toutes les bouts qui ne marchent pas. On sac tout ça dehors puis on repart à New avec une niaiserie que Flash fait. Il part dans le passé, il fait une niaiserie puis on change le casting. OK, dans le genre, on corrige Superman, Batman, Dawn of Justice, Man of Steel, puis tout Ben, à peu près comme un certain X-Men a essayé de nous faire oublier Brett Ratner. Ben, avec Days of Future Past. Et justement, c'est un bon point que tu amènes. Days of Future Past, le premier commentaire que j'ai eu quand je suis sorti de la représentation, c'est « Je suis pas sûr que le monde a suivi. » Ben, moi, la première chose que j'ai faite, je suis retourné chez nous, j'ai checké dans ma vidéothèque, j'ai encore vu X-Men 3, j'ai fait « Style, le film ne servait à rien. » Il est encore là? Non, mais c'est vrai, écoute, The Last Stand, là, c'était épouvantable. Bon, est-ce que je veux sortir de la station vivant ou pas? OK, toi, tu l'as aimé comme t'as pas aimé Jurassic Est-ce Park. que je veux sortir vivant à 17 ans? Ouais, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je mets ça, moi, Laston. Tu te rappelles la séquence où ce que Wolverine, il se fait ouvrir le ventre, puis la séquence après, il part à la course, sa camisole est correcte, hein? Ouais. Brett Ratner est son meilleur. Ouais, mais j'ai pas haï ça. Tu sais, Cyclope, là. Oh mon Dieu, je pleure à côté d'une rivière. Puis Ouais, là, d'un coup, il est plus là. j'étais Puis il y a des content. lunettes volantes. Ouais, mais j'étais content qu'il meure. Calice, esti. C'est comme une espèce de remake de Casper, là. Ouais, mais j'étais content qu'il meure. Puis j'ai trouvé ça. Vous avez pas trouvé ça beau, la scène où le professeur Xavier meurt? Ah, puis là, oh mon Dieu, je me suis rematérialisé. Je suis dans le corps d'un pauvre petit légumeux. Ben oui, Hey, non? sacrement. Ben oui, mais j'ai jamais compris pourquoi il y a eu autant de haine à propos d'X-Men. Parce que 3. c'était vraiment mauvais. Bon, je semble être à court d'arguments, là, ce qui n'est pas le cas. Voici Internet, là, puis je pense que le film est à 8%, là. Je sais, c'est une cause perdue. Mais j'essaie quand même d'essayer de le sauver. N'empêche qu'avec Days of Future Past, on a corrigé les choses. Maintenant, on a une nouvelle timeline des X-Men qui semble se tenir puis qui est intéressante. Est-ce que, donc, Flashpoint pourrait jouer le même rôle pour DC? Mais je vous ramène à ce que je vous ai dit tantôt. 4 films pour un reboot, c'est pas beaucoup. Ben, tant qu'il ramène la couleur, je vais être content. Oui. Et la moustache. La moustache. Mais as-tu vu, c'est des gens sur Internet qui s'étaient amusés à mettre des couleurs vibrantes pour Man of Steel. Puis sincèrement, le film était meilleur. Juste avec ça. Juste avec des couleurs plus vibrantes puis avec un Superman qui n'est pas en dépression. Déjà là, on ferait un bon pas en avant. Là. Tu sais, c'était qui le gars, là, quelque part dans un studio de Warner, là, qui a décidé... on va avoir un univers Doom. Puis là, Doom. Tout est Doom. plat, tout est noir. Puis tout le monde a l'air... soit ils ont un dark pass, soit ils sont déprimés, soit ils ont un côté méchant ou un penchant qui... ça n'a pas de rapport. Tout est Doom. Ce sera pas long, OK? Je vais répondre à ta question. C'est quand la dernière fois que tu as vu un film de Warner qui avait des couleurs? Même Harry Potter, c'est même pas plein de couleurs. Sais-tu que t'as un Christy de bon point, là? Ils ont perdu le couleur. Tu penses qu'ils ont perdu le palette de couleurs? Une boîte de Crayola, ça leur ferait du bien? Ben, depuis que Warner, ils ont enlevé le jaune avec le Batman de 1989, puis ils ont mis un Warner gris, là, ça finit là. Tout est gris, tout est revenu, gris, là, tout est revenu en gris. noir et blanc. Tout est revenu en noir et blanc. Tu voulais me parler, Alan, de Shazam aussi. On a un acteur qui a été peut-être casté. Oui, ça fait longtemps qu'on sait que Black Adam va être Dwayne Johnson de Hey, Rock. ça fait longtemps, ça. Ça fait là. super longtemps. Tu sais, ce que le film, on sait quand est-ce qu'il va être tourné, tout est correct par rapport à ça, puis Taris, il est heureux avec ça, lui. Qui ça? Ouais, Pat l'a compris, celle-là. Non, je l'ai pas compris, celle-là. On te l'expliquera à la fin de la soirée. OK, c'est bon. OK. Hey, visiblement, je vais sortir amoché de ça. Ça fait soir. que, mais dès qu'on parle de Black Adam, il faut avoir le héros de la série, parce que Black Ben Adam oui. est le méchant, donc le gentil étant C'est pas Shazam. Non, Shazam, c'est le magicien. C'est le call de l'éclair. C'est le call de l'éclair. Mais Ouais. le héros s'appelle pas Shazam. Ben, les BD s'appellent Shazam, donc... À Non, Pat, aide-nous. l'origine, le personnage s'appelait Captain Marvel. Ben oui, c'est Captain Marvel. Mais Shazam, c'est son cri qui avait été donné par les espèces d'entités là, qui représentent toutes les forces de l'univers, Bon. avec le grand magicien qui a dit, quand tu vas dire Shazam, tu vas te transformer Tu vas en devenir Captain un Marvel. douchebag. Tu deviens un héros. Un gros douchebag. Mais ça fait au moins 10 ans qu'il peut appeler Captain Marvel. Moi, Mais c'est parce que je pense que ça va rentrer un petit peu en conflit avec tu Marvel. sais que t'as là. 3-4 matantes qui vont quand même dire pourquoi Superman était bien en rouge avec un éclair?
Ben, ça risque d'arriver. Ben oui, c'est sûr. effectivement, hein. Mais c'est ça, ce que là, on sait que ça va être Zachary Levi qui va faire le rôle. On l'a tout connu dans Chuck. La question qu'on se pose, c'est il va-tu suivre la même cure de musculation de Marvel? Là? Donc, Ouais. c'est sûr qu'il va bouffer beaucoup de poissons pour faire des push-ups. Il va falloir qu'il appelle Chris Pratt. C'est sûr et Prendre une certain. coupe de trucs. Puis on va reparler de Thor tout à l'heure, mais Chris Hemsworth, là. Ça... T'as pas le droit de répéter le commentaire que t'as dit tantôt en nom. mais ouais, méchante pièce d'homme, c'est quelque chose. Mettons que je suis resté bouche bée, on va dire ça comme ça. Changeons de sujet avant que je m'enlise un peu plus. Bande-annonce d'un nouveau jeu vidéo, ça c'est plus dans ton domaine, Alan. Last of Us, t'as essayé de me faire un petit résumé de la série sortie sur PS3, quoi, il y a une couple d'années, le premier. Ouais, effectivement, mais il avait quand même ressorti sur la PS4 en remaster il y a environ 2 ans. C'est possiblement un des plus grands classiques qu'il y a sur PlayStation, autant pour son gameplay que la qualité des graphiques et pour l'histoire. Comme je te parlais, c'est un jeu avec un petit peu de zombies, mais c'est un petit peu un survival avec des clans, avec du monde qui sont un petit peu sadiques. C'est que c'est un jeu qui était quand même relativement violent, parce que là, à la conférence qu'il y a eu à Paris la semaine passée, ils ont comme sorti la première bande-annonce. Sauf que j'ai rarement vu quelque chose qui était axé sur la violence. Je t'ai montré la bande-annonce. On voit une jeune femme qui se fait pendre. Puis pendant ce temps-là, il arrive avec une jeune fille qui a à peu près 14 ans, puis il décide de lui couper les ailes. Mais tu sais, il lui coupe pas des ailes avec un couteau, là. C'est parce qu'il pète les bras à coups de marteau jusqu'au temps qu'il lâche. C'est d'une violence inouïe, surtout avec la qualité des graphiques qu'on a. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi y aller jusqu'à ce niveau-là? Mais est-ce que c'était l'intérêt du premier jeu d'avoir des séquences qui étaient un peu plus gore? Est-ce que c'était un jeu qui était reconnu pour ça ou c'est un élément nouveau? C'était reconnu pour ça, mais c'était pas aussi trash que ça. Mais surtout que là, tu vas dans une conférence, tu fais « Hey, je vais présenter le jeu, voici ce que j'ai à présenter. » C'est ça ton marketing. C'est comme OK, je peux-tu voir de quoi qu'il y a de l'air le jeu plutôt que de montrer quelqu'un qui fait un enfant à coup de marteau? C'est comme, c'est-tu vraiment ça? On veut-tu vraiment lier les jeux vidéo à une violence qui est aussi élevée que ça? Parce que surtout que tu sais que tout le monde attend ça, donc tu mets une bande-annonce qui est clairement, c'est vraiment du 18 ans et plus, tu dis, hey, allez, tout downloader ça, les flots de 8 ans et moins. Ouais, mais t'as oublié que Duck Hunt était très violent aussi. C'était très violent. Pat, fais pas ce face-là, c'était très violent, Duck Hunt. Très violent. Le chien était drôle. Le chien était drôle, puis cette valeur, on pouvait pas le tuer, mais quand même. Mais c'était très violent. Non, tu m'as montré la bande-annonce, sincèrement, puis sans dire que j'ai eu un malaise, je pense qu'on se permet pas autant de violence visuelle pour une bande-annonce de film. Mais surtout que, comme je t'avais parlé en montrant la bande-annonce, tu fais pas la différence. Vraiment, tu sais, si tu es à 12 pieds de ton écran d'ordinateur, tu fais pas la différence entre le film et le jeu vidéo. Ça fait que pourquoi qu'on est rendu là dans les jeux vidéo, je ne comprendrais pas. C'est comme quand ils ont fait les reboots de Lara Croft, de Tomb Raider. Sérieusement, il y avait un malaise à chaque fois qu'elle mourait. OK, je dirais pas que j'aimais pas ça, qu'elle mangeait un pieu dans la tête et ça sortait de l'autre bout par la bouche. Ils ont fait ça? C'était violent, c'était incroyable. Elle se faisait tellement massacrer qu'elle mourait, là. Hein? Mais tu sais, ça en était presque drôle. Ben, ça vient avec le réalisme de la patente. Effectivement. Mais il vient d'où ce besoin-là de réalisme aussi là, c'est viscéral, là, Ouais, c'est terrible. Je vous pose la question, si on avait fait une bande-annonce de ce type-là, puis Dieu sait qu'on aurait pu le faire avec Décadence, par exemple, jamais ça aurait passé. Non. Les gens n'auraient pas voulu ça. Non. Mais pourquoi, avec le jeu vidéo, c'est dédouané? C'est parce que c'est chemin. Ça n'aurait pas passé à TV, sauf que là, c'est sur YouTube. YouTube, tu trans ton... Ah, mais même sur YouTube, Décadence, ça serait jamais permis ça. Ouais, sur YouTube, il y a du Red Band trailer, par exemple. Oui, mais encore là, tu sais... Sauf que là, l'annonce du jeu, il n'y avait pas le Red Band qui a passé avant. Là. Non, ça avait l'air d'une bande-annonce bien régulière. Bon, n'empêche que, est-ce que ça a diminué ton hype pour le jeu ou... Oups. Je passerai pas de commentaires sur la PlayStation aujourd'hui. Ah non? Une petite chicane ici. Oh, c'est un anti-PlayStation. Ah, pourquoi c'est exclusif? Exactement, c'est exclusif. Puis ma Xbox One X Scorpio est parti par la malle aujourd'hui, donc je suis un homme heureux. C'est donc bien loser, ça. PS4 a gagné, non? Non. Hey, embarque-toi pas là-dedans, Non, hein? Tu sors pas vivant du studio. Non, parce que j'ai défendu X-Men 3, puis je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Je vais m'en tenir à ça. J'irai pas sur le terrain glissant de la PS4 versus Xbox, mais j'ai toujours cru qu'Xbox était loser, non? Non, mais je sais pas, c'est une impression que j'ai. Non? Hey, tu me regardes avec des fusils dans les yeux, dites quoi? T'as rien qu'une Nintendo chez vous? Je sais. 2. J'ai 2 Nintendo. Quand même. J'aimerais rectifier les faits. J'ai 2 Nintendo.
Ok, c'est beau, je m'embarque pas là-dessus. Hey, avant de passer à notre critique, ça sera pas facile à soir. Avant de passer à notre prochaine critique, Star Wars fait énormément jaser. On approche de la date butoir tranquillement, pas vite. Les billets sont achetés, les places sont réservées. Je pense que la plupart d'entre nous montent à Québec. C'est pas mal ça? C'est pas mal fait? Mais là, voyons. Bon, t'as pas aimé notre expérience d'hier? Non. Tu sais, dans le commerce au détail, là, réussir à avoir un congé, à partir de maintenant, là, moi, je n'existe plus. Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire que toi, tu vas le voir ici. Oui. OK, parfait. Fait que, bon, écoute, toi et la poutre que t'auras dans le dos assis au cinéma d'ici, on te salue. Pendant ce temps-là, moi et Alan, on va être assis confortablement du côté de Nous Québec. autres, on va se croiser. Toi, qu'elle soit partir, moi, je vais rentrer. Ouais, effectivement. Donc, je vais essayer de pas te spoiler dans le parc. Ça va être mon défi pour ce soir-là. Bref, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Ah, en passant, on vous a pas dit ça. Alan a été obligé de voir la bande-annonce. Yeah! Il a pas eu le choix. Hier, on va voir Thor Ragnarok. On s'assit. Première chose qu'il me dit, avec son petit café. D'abord, tu vois, au cinéma qu'un café. Non, sérieusement. Là. En tout cas, Mon café a coûté 3 piastres, la liqueur en a coûté 6. Non, ça a coûté 15. J'avais une liqueur, puis un popcorn, puis un plat en métal. Ça a coûté 15$. N'empêche qu'il arrive avec son petit café, il s'assied dans sa chaise. Oh, j'espère qu'ils poseront pas Star Wars. Moi, de dire, inquiète pas, ils sont tellement BS, ils ont juste la première bande-annonce. Bang, ça décolle! Le gars, là, regarde. Hey, direct la première bande-annonce. Direct la première. Direct. Le gars, là, je me tourne vers Alan, je dis, tu vas te fermer les yeux. Il se met les mains devant les yeux. Finalement, il l'a écouté. T'as pas eu le choix. Ouais, vous étiez tellement tannant. L'as-tu aimé? Ben, il n'y avait rien de spectaculaire. Bon, mais pourquoi tu voulais t'empêcher de la voir d'abord? Ben, tout le monde a dit que c'était les dernières séquences, surtout de toi. Là, Ben, la dernière séquence, moi, sincèrement, sans me dire que ça m'a choqué, j'aurais aimé pas le savoir qu'il y avait peut-être une possibilité d'alliance entre Kylo Ren et Rey. J'aurais aimé ça pas le savoir. C'est de l'inceste. Son frère et sœur, ça, c'est ce que t'assumes? C'est presque sûr. Moi, j'ai fait une prédiction à Pat et je veux qu'elle soit enregistrée. C'est leur Empire Strikes Back. Empire Strikes Back est reconnu pourquoi? Par le secret de la relation entre Luke et Darth Vader. Même les acteurs n'étaient pas au courant. Ils ont doublé par-dessus la voix de David Prowse pour lui faire dire qu'il était le père de Luke. Il y avait un gros secret. C'est la mythologie autour d'Empire Strikes Back, c'est ça. Checkez bien ce que je vous dis, là. Rey meurt. Ah, puis hier, j'arrêtais pas de faire des projections débiles, là, genre tué par Chewbacca, là, dévoré, écrasé en réparant le faucon. Oui. Le faucon, il tombe dessus. Il y a une patte qui lâche. Pouf! Elle se fait écraser. Et c'est aujourd'hui que Martin Thomas cesse d'exister. Il va être lynché par toutes les féministes de ce monde aujourd'hui. En ayant tué le seul personnage féminin De Star Wars. populaire des 40 dernières Surtout qu'on années. sait que maintenant que Carrie Fisher sera pas dans le prochain parce Non. qu'elle est morte pour de vrai. Ouais, là, ouais, donc, elle souffre de la maladie d'être morte, fait qu'elle sera pas là. Ouais, mais peut-être que la petite nouvelle bestiole, c'est une fille. Ah, Fait peut-être. qu'on est correct. là. Peut-être. Mais sincèrement, est-ce que vous vous attendez à un gros coup? Ben, quelque chose à la Empire Strikes Back qui va vous jeter complètement à terre ou vous pensez qu'on va y aller dans le prévisible? Ben, je pense qu'ils vont essayer de pas faire la même gaffe qu'ils ont faite avec le 7 d'être trop fidèles, sauf qu'ils n'ont pas le choix d'essayer d'accoter au niveau grandiose qu'est-ce qui était l'Empire contre-attaque. C'est parce que tout le monde va rentrer dans ce cinéma-là, puis si on n'a pas un équivalent de hot dans les 15 premières minutes, ben, le monde ne sera pas content. Là. Non, mais au-delà de hot, ça va prendre quelque chose à la « je suis ton père ». Là. Il faut une révélation qui va nous jeter à terre. Ah, mais c'est sûr et certain qu'on va en avoir une. Là. Sauf que là, on a tellement de temps pour s'en trouver une que je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a remis la main dessus. Là. Je peux pas croire qu'il n'y a pas personne, qu'on n'en aura pas déjà entendu parler. Tu sais, c'est là mon point que j'ai de la misère. Tu sais, ça sera pas une totale surprise comme celle-là était en 82, par exemple. Tu sais, tu vas sortir de là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un sur Internet qui a mis le doigt dessus. Là. Ça se peut. Ça pourra pas être pire qu'il ait été engendré par les Midi-Chloriens. Non, ça peut pas être pire que ça, mais George Lucas n'est plus là de toute façon. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on parlait pas de Star Wars, pour ça, on a dévié complètement de ce dont on voulait parler. On voulait parler des cinémas, puis je me souviens avoir vu une nouvelle comparable lorsque Force Awakens est sorti concernant les demandes de Disney pour Star Wars. Ça n'a aucun maudit bon sens. Ben, ils sont quand même presque moins pires qu'il y avait eu pour l'attaque des clones. Oui, l'attaque des clones, ça avait Qu'on été n'avait même pas eu à Chicoutimi à l'époque à cause que les exigences étaient trop élevées. Le deal n'avait pas de bon sens. Nos salles étaient trop petites à Chicoutimi pour qu'on réussisse à le ramasser parce que ça prenait 2 grandes salles qui te présentent en permanence Puis je pendant pense que plus notre de 2 son n'était pas semaines. correct non plus. Puis on respectait pas différentes normes. Sauf que là, présentement, ils demandent qu'ils soient présentés dans la plus grosse salle. Au moins, c'est juste une, pendant un minimum de 2 semaines. Et contrairement aux autres films où ils doivent donner environ entre 40 et 50 % du prix du billet,
Là, Disney demande 65%. Plus une pénalité si tu ne réponds pas aux exigences que tu as nommées au départ. De Effectivement. 5%. Fait que ça peut monter jusqu'à 70% du prix du billet. Et c'est insensé, là, à un moment donné. Ouais, mais Pat, t'as vu comment j'ai payé mon popcorn de ma liqueur hier? Ouais, mais ça, c'est parce qu'elle était sympathique et qu'elle voulait gagner son concours, la petite qui était au Ouais, je concours. sais, mais je veux dire, dans le sens où l'exploitant va avoir la chance de se rattraper pareil. Là. Tu sais, une fois que tu vas avoir payé ton billet. Ben, là, l'exploitant, il va se faire exploiter en sacrement, puis c'est toutes nous autres qui va payer pour. là. ben, c'est sûr, ton popcorn va coûter plus cher. Tu vas avoir des bébelles qui vont te coûter plus cher. Tu fais juste penser à un cinéma comme IMAX. Nous, on va aller voir justement aux Galeries de la Capitale. Il n'y a pas 22 écrans là-bas. Là. Non, une. Ça veut dire qu'il est obligé de le passer pendant 2 semaines minimum. Là. Ouais, mais d'après moi, il n'y a pas le choix de le passer 2 semaines, même si c'était pas une exigence de Disney. Ben, c'est IMAX, d'habitude, ça roule vite là-bas. Là, donc, Ouais, mais dans la période où il sort, Alan, là, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, le 17 décembre, là, c'est quoi, le 14, 15 décembre? Je m'excuse, là, mais rendu le 28 décembre, quel gros film nécessite IMAX? Il va être capable de le faire, là. Puis je vais te faire une prédiction, là, il va toffer jusqu'au mois de janvier. Puis ils vont remplir leur salle. Moi, c'est probablement un problème pour les plus petites salles dans les plus petites municipalités aux États-Unis ou au Québec. Là, ça devient un problème. Là, ça peut peut-être être un problème. Mais en dehors de ça, là, dans la période où il sort actuellement, tu sais, y a-tu d'autres choses qui peuvent le battre? Ça va être la folie du moment, là. Il n'y aura rien d'autre, là. Ouais, effectivement, ben, gars, Force Awakens, quoi, il a roulé pendant 3 mois au cinéma. Ouais. Ah oui, puis ça remplissait encore à la fin, là. Ah oui. Je l'ai vu 3 fois, puis la 3e fois que j'y suis allé, c'était déjà très, très loin, là. Puis il y avait encore du monde dans la salle, puis c'était pas mal plus plein qu'un film après 4 jours d'exploitation. Je vous rappellerai qu'à Thor Ragnarok, on n'était pas beaucoup, là. Non, mais tu sais, ça, c'est de ta faute. C'est ta relation intime avec George Lucas qui fait qu'ils savent qu'ils vont faire du cash avec toi. Fait que c'est sûr que si t'es allé le voir 3 fois, tu vas aller le voir 6 fois, celui-là. Écoute. Écoute, George Lucas m'a passé tellement souvent dessus que je pourrais m'asseoir sur un cône. Puis ça me ferait pas mal. Insertion de faucon. Ah non, c'est ça. Je pense qu'un TIE Fighter peut me rentrer dedans sans problème. Il peut atterrir, il n'y aura aucun problème. Ce gars-là m'a eu comment... En tout cas. Cela étant, puis en terminant, on va terminer avec ça. Les spin-offs, on a donné le comment je pourrais dire, le filon qu'on veut exploiter, puis on va aller au-delà de 2027. Écoute, c'est beaucoup, là. On veut fêter les 50 ans de Star Wars avec des spin-offs pour presque tous les personnages. Est-ce qu'on en fait trop ou c'est pas pire que Star Trek, Lord of the Rings ou tous les autres, les James Bond qui sont rendus à 25? Ben, c'est parce que Star Trek, c'est des séries TV, puis au niveau des films, ils tournent toujours alentour de reboot ou de différentes croûtes. Star Wars, c'est que... À un moment donné, c'est sûr et certain que le monde va s'écœurer. Ben, c'est une quête. C'est pas juste ça, c'est parce que dès qu'on va lâcher le corps central qu'on a connu à la fin des années 70 puis des années 80, là, hein, tu sais, elle est bien cool, Ray, elle est bien cool, Finn. Poe Dameron, c'est un dieu, mais pour le reste... Finn là, est transgenre ou je l'ai manqué, celle-là? Je l'ai dit manqué, celle-là? Finn, c'est un transgenre, j'ai-tu Mais dit t'as ça? dit, elle est bien hot, Finn. Je l'ai dit manqué une. Mais ils sont cool, je comprends ton point. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce que on peut-tu travailler là-dessus encore pendant, puis tu sais, on va-tu vouloir avoir une suite de ces personnages-là dans 20 ans? Mm-hmm. Non. Tu sais, c'est des personnages jetables, à peu près tout ce que comme George Lucas avait fait avec ses autres personnages, genre la première trilogie qui avait fait 1, 2, 3, tout était jetable là-dedans. Il n'y a rien qui soit accroché, il n'y a rien qui va devenir mythique. Puis justement, je me vois pas parler de Rey, là, possiblement dans 20 ans. Là, je vais peut-être parler de Luke Skywalker, de Darth Vader. Mais pas de Rey. Pas de Rey. Ouais. Mais à moins qu'il y ait un turbo méga punch avec Rey, puis que on en parle encore, puis moi, je vais être en marchette, là, genre dans 25 ans, 30 ans, là, puis que, tu sais, il va y avoir des stickers de Rey sur ma marchette. Fait qu'on sait jamais, là. On te le souhaite, Pat, en espérant que tu finisses pas tes jours écrasés De par toute un façon, ça Falcon risque d'arriver avec l'épisode 9, ça. Les injustes. C'est qui ça? Il y a plusieurs événements qu'on va essayer de couvrir dans les prochaines semaines, prochains mois. Surtout quand c'est dans notre cours, les gars. On a essayé de couvrir le Comic-Con de Québec. Finalement, on en est venu à la conclusion que c'était peut-être pas pour nous autres. Ben, c'est peut-être pas plus ça, là. Mettons que Pipin, il y a eu de la misère avec les autres. Ouais, Pipin, ça nous attirait pas bien. Puis sincèrement, côté artiste, côté comics, c'était pas vraiment notre bague. Puis même côté cinéma d'horreur, parce que maintenant, dans les Comic-Con, il y en a de plus en plus. Écoute, il y a 2 endroits pour
pour voir de l'horreur. Maintenant, t'as les Comic-Con puis t'as les festivals de court-métrage où ils en présentent beaucoup. À Saguenay, les deux sont presque inaccessibles, on va se le dire. C'est plutôt rare. Il faut se déplacer soit à Québec, soit à Montréal pour pouvoir avoir accès à ce genre de trucs-là. Mais pour le court-métrage d'horreur ou fantastique ou autre, c'est plus nécessairement le cas depuis l'an dernier. Je vous en ai parlé, écoute, assez abondamment la dernière fois. Puis je vous ai rencontré d'ailleurs là-bas l'an passé, avant même qu'on ait notre projet de podcast. On s'est vu puis on s'est salué. C'est Frissons du Nord qui en sont maintenant à leur 2e édition. La première édition, moi, m'a fait découvrir Turbo Kid. Vous allez me dire que j'étais en retard. Je m'en fous. J'étais content de découvrir ça puis de voir Olivier Xavier qui était leur invité, qui était responsable des maquillages, des effets spéciaux. J'ai eu énormément de fun avec la gang de Frissons du Nord. Et cette année, la chance nous sourit, il y a une 2e édition parce que c'était sans dire la crainte, tu sais, ces affaires-là, quand tu décolles ça, tu sais jamais où est-ce que ça va nous mener. Puis, bonne nouvelle, il y a une 2e édition, puis on a un des promoteurs avec nous aujourd'hui, Steve Dallaire. Steve, comment ça va? Hey, ça va très bien. Merci de m'avoir invité sur votre podcast. Je suis un fan d'ailleurs, je l'écoute. As-tu eu peur? D'abord, merci. As-tu eu peur de ne pas revenir, sérieusement? Je pense honnêtement que après notre samedi soir, après le succès qu'on avait eu le samedi soir, on s'était regardé et on s'était dit, regarde, on va le refaire l'année prochaine. C'est sûr qu'on s'attendait pas à ce que le sous-bois ferme, ce qui nous a créé beaucoup de maux de tête, je dirais, cette année. Mais on est content d'être là. Puis je trouve ça le fun que tu dises que tu as découvert Turbo Kid l'année passée grâce à Frisson du Nord, parce que c'était un peu la mission du festival, le fait de découvrir des trucs qui passent pas ici. Donc, c'est un peu notre mission. Puis cette année, je pense qu'avec la programmation qu'on a, on va faire découvrir bien des choses à la gang du Saguenay. Là. Ben, c'est surtout que vous êtes capable d'arriver puis de décocher des bons coups. Là. Moi, j'ai vu quelques titres dans la programmation que j'avais suivis dans d'autres festivals. Puis, chapeau, là, il y a des trucs que je veux absolument voir. Là. Écoute, je pense que on a dégoté des belles affaires. Puis cette année, normalement, on était censé être une genre d'année tampon, parce que on sait que pour un festival, la 3e année, c'est là que ça se passe, c'est là que les grosses subventions arrivent, parce que les grandes entreprises demandent souvent un peu de crédibilité. La première édition et la 2e, ils sont pas trop enclins à vouloir subventionner. Mais avec là, on s'était dit, bon, on va le faire, puis on va faire ça à petite échelle. Mais finalement, on s'aperçoit que avec la programmation qu'on a là, l'année prochaine, on a du pain sur la planche pour clencher ça. Je regardais un peu là, l'an passé, j'ai assisté aux 3 soirs. Il y a un soir, entre autres, avec les gens de Spasme qui étaient juste, puis les gens de Fantasia qui étaient juste incroyables. J'ai découvert plein de petites perles. Moi, je suis probablement celui dans le groupe des 3 qui est le moins familier avec le court-métrage. Vous m'avez fait découvrir de belles choses. Je regarde votre programmation cette année. Comment s'est passée ta partie de pêche? Qu'est-ce que tu as ciblé? Qu'est-ce que tu nous amènes qui va valoir le détour? On prend le temps de regarder ça, là. Écoute, j'ai travaillé beaucoup là-dessus avec mon chum Éric Bilodeau, qui est notre directeur artistique, directeur de la programmation. On a regardé des trucs. Moi, ce qui m'a allumé, le premier film qui m'a allumé, et celui que je pense que je suis le plus fier de présenter cette année, c'est Game of Death. Écoute, Pat m'en a parlé en arrivant. C'est la première chose qu'il m'a dit. Pat, je pense que... As-tu eu l'occasion de le voir, Pat? Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Puis ça, c'est sûr et certain que je me pointe pour le voir. Les critiques étaient délirantes pendant l'été. Là. On entendait parler pratiquement essentiellement de ça. C'est un gros morceau, ça. Là. Steve, présente-nous là. C'est quoi Game of Death pour ceux qui n'en ont pas entendu parler? Là? Game of Death, il a été présenté pour la première fois l'automne dernier au South by Southwest Festival, au Texas, je crois. Et puis, j'avais vu la bande-annonce, et puis, j'ai dit, regarde, il faut qu'on aille ce film-là, ça a trop l'air hallucinant. C'est un film québécois, d'ailleurs. OK. Donc, anglophone, mais québécois. Et puis, écoute, je suis passé par la blonde du réalisateur sur Twitter pour dire... J'ai envoyé un message, je dis à ton chum qui me contacte. Je voulais absolument qu'on ait ce film-là, sur notre programmation. Et puis, Game of Death, je peux pas trop en dire. C'est un film c'est une gang dans un party, une gang de jeunes qui tombent sur un jeu. Et puis, ce jeu-là tourne au cauchemar. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a une scène dans ce film-là où il y a une toune québécoise, une toune classique que tous les Québécois connaissent par cœur. Il y a une scène de slasher avec cette toune-là. Quand vous allez réentendre cette chanson-là, vous la réentendrez plus jamais de la même manière. Game of Death,
Je l'ai vu 2 fois, j'ai encore plus apprécié la deuxième fois que je l'ai vu. Quand on l'a réécouté toute la gang ensemble, quand je l'ai présenté à la gang, c'était intéressant de la voir, puis ça a fait l'unanimité. À mon avis, c'est la perle du festival. Je veux que tu me parles des partenariats que tu as réussi à tisser quand même avec les gens de Montréal. Puis j'avais parlé avec ces gens-là l'an passé un peu dans le cadre du festival, parce que c'est très festif. Oui, il y a la présentation de films, mais il y a aussi cette proximité qu'on a avec les gens qui viennent présenter les films. Puis tu sais, à Saguenay, tout est... tout est familial à Saguenay. Hein? Tout est plus petit, tout est à plus petite échelle. Donc, tu as plus de temps de qualité avec ces gens-là. Je veux savoir les liens que tu as tissés avec eux. Puis comment ils voient ça, eux, Frissons du Nord à Saguenay. Ça les fait-tu triper? Ben, en tout cas, moi, je sais un peu ta réponse. Là, moi, en tout cas, ils semblaient triper beaucoup l'année passée. Ils ont vraiment trippé parce qu'ils m'ont tous dit qu'elle allait revenir. Donc, en partant, ça allait bien. Mais c'est des liens qu'en fait, Éric Bilodeau nous a créé. La première année, on a eu Olivier Xavier qui a travaillé sur les Bye Bye, sur Turbo Kid, comme tu as mentionné, qui revient cette année parce que il a vraiment eu du fun l'année passée. Mm-hmm. Donc, il revient faire une clinique le samedi après-midi. Ouais, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau là. Tu vas avoir des cliniques. Oui. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je veux que tu m'en parles. Donc, Olivier Xavier vient nous donner une clinique là, en plein après-midi. Oui, sur le maquillage, les effets spéciaux, tout ça, ça va être vraiment intéressant. C'est pas cher, là, c'est 5$. Puis c'est une clinique d'une heure et demie qui va montrer vraiment en version pratique comment il fait ses maquillages et tout ça. Ça va être vraiment intéressant. Et puis, il va y avoir une autre clinique avec le comédien Patrick Baby, qui est quand même assez connu au Québec, mais lui, il va être là pour parler du doublage, parce qu'il en fait beaucoup. Il en a fait dans le film des Schtroumpfs, il en a fait dans plein d'affaires, des BD, des trucs hallucinants. Donc, lui, il va être là pour faire une clinique sur le doublage. Donc, Patrick qui était là l'année passée, moi, il m'a dit le lendemain, je veux revenir. Je lui ai dit, regarde, c'est sûr, tu reviens, il n'y a pas de problème. Et puis, on va avoir évidemment Marc Lamotte, un des directeurs de Fantasia. Ah, lui, il est quelque chose. Lui, il est quelque chose. Ouais, ce gars-là est complètement hallucinant. Moi, c'est devenu un grand ami avec le temps. Et puis, il est là pour présenter une nouvelle version de son DJ XL5 qu'il avait présenté l'année dernière. Mais cette année, c'est un spécial Italian Zapping Party. Donc, il nous a préparé... Il nous prépare des trucs absolument... Mais... C'est comme un DJ, mais avec des bouts de films. Puis là, c'est des bouts de films italiens. Mais l'an passé, c'était pas l'affaire des super-héros. Ah ouais, l'affaire des super-héros, là, c'était des super-héros, mais... Cette année, là, écoute, ça va être western spaghetti, cannibalisme, zombie, des Rambo cheap. Écoute, je suis pas inquiète, là, ça va être vraiment drôle. L'année passée, ça avait vraiment pogné, cette affaire-là, puis on voulait vraiment le revoir. Puis Marc va être là le jeudi soir, puis j'ai ben hâte. J'ai pas vu ce qu'il avait fait encore. J'aurais pu le voir, me l'envoyer, mais j'ai préféré pas le voir pour le savourer au festival. Là. Ben, s'il est aussi éclaté que le dernier, là, ça va être un événement aussi, ça. Là. Ça, c'est certain. Parce que juste lui, sa présentation, c'était spectaculaire. Puis après ça, on en a eu plein la face. Là, on a déliré longtemps là-dessus. Ouais. Là. Puis moi, j'ai jasé avec. Puis il s'est tapé des films et des films pour pouvoir faire ce montage-là qui était hallucinant. Ça riait dans la salle du sous-bois l'an passé. On a vraiment eu du fun. On avait une belle gang puis une belle ambiance l'an passé. Puis je suis convaincu que ça va se répéter encore cette année. Je regarde ta programmation, elle est étoffée. Évidemment, vous changez de lieu. C'était au sous-bois l'an dernier. Là, c'est à l'hôtel du Parc. J'ai pas vu la salle encore. Est-ce que c'est dans le même genre d'ambiance? Est-ce que c'est le même genre d'ambiance intime où on va pouvoir avoir du fun puis on va pouvoir des consommations, etc., etc., etc.? Ben, je pense que ça va être encore mieux. Okay. Je trouve ça vraiment plate que le sous-bois soit fermé parce que c'était comme ma deuxième maison. J'allais voir plein de spectacles là, puis c'était une super place. Mais l'endroit qu'on a trouvé au sous-sol d'Hôtel du Parc, sérieux, comme on dit en bon français, it's a blessing in disguise. La salle est parfaite. Donc, les gens vont rentrer là, ils vont capoter. Écoute, là, on enregistre, on est vendredi soir, mais évidemment, il va y avoir un délai. Mais nous, demain, on s'en va préparer la salle. Ça fait déjà une couple de fois que j'y vais avec Eric pour voir l'aspect technique et tout ça. Ça va être complètement hallucinant. Quand les gens vont rentrer là, ils vont capoter. La salle est parfaite. C'est propice à ça. Ça va être festif comme l'année passée. C'est le but de Frissons du Nord. Tu sais, c'est pas de s'asseoir et regarder des films et pas dire un mot. Le but, c'est de regarder des films
puis de s'amuser, crier, se Ouais. laisser aller. L'an T'es passé- pas dans une salle de cinéma conventionnelle. là, L'an tu sais. passé, on avait l'impression d'écouter un film sur Asgard. Là. Tout le monde avait des bocs de bière, puis tout le monde riait, puis tout le monde tripait, puis ça parlait durant le film, mais pas de façon impolie, mais plutôt de façon, comment je pourrais dire, passionnée. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Hey, t'as deux trucs. Un truc qui revient, je sais pas si mes injustes vont être là ce soir-là, mais le Evil Karaoke que j'ai eu l'occasion d'animer avec toi l'an passé, on Oui. revient avec ça. Là, je veux que les gens qui nous écoutent puissent y participer parce qu'honnêtement, c'est un délire. Là. Je sais pas si tu peux nous expliquer pour ceux qui l'ont pas vu l'an passé, mais c'est un foutu délire. Là. Écoute, le Evil Karaoke, on le fait une fois cette année parce que Grind avait l'intention de profiter de son festival. Donc, il l'anime un soir seulement, mais ça va être tout un soir. D'ailleurs, on a des prix cette année. Nos commanditaires ont viré fou totalement. Là. Donc, il va y avoir des beaux prix à gagner au Evil Karaoke, mais c'est très simple. Donc, c'est une scène d'1 minute. En général, on trouve des scènes de films assez louches. Et puis, c'est deux équipes de deux qui s'affrontent, qui doivent parler par-dessus ces scènes-là, donc les recréer, mais avec leur propre histoire. Et puis, on a un bruiteur qui vient brouiller les cartes un petit peu à travers ça. L'année passée, on a eu un fun, comme tu dis, Martin Thomas. C'était fou. Écoute, Ben, on ça, a me- ri. ça me faisait penser à ce qu'on faisait quand on était jeune. Moi et ma soeur, on s'amusait à faire ça. On baissait le son de la télé, puis on disait à peu près n'importe quelle niaiserie par-dessus les acteurs. Puis on a recréé cette magie-là dans le cadre des Evil Karaoke. Puis sincèrement, c'était sympathique. Hey, juste avant de se laisser, puis de peut-être me faire un petit top de tes coups de cœur là, qu'il faudrait peut-être surveiller durant le festival. Spaceball, ça devient où cette histoire-là? Pourquoi vous avez eu envie de rendre hommage à ce film-là en particulier? Tu sais, c'était aussi les 40 ans de Star Wars en passant, Steve, là. Oui, je sais, mais moi, je trouvais que, écoute, avec l'aspect festif du festival, nous autres, on trouvait que Spaceballs, c'était parfait. Puis ça fait 30 ans, puis les gens l'ont vu des milliers de fois, mais c'est un film à revoir, puis c'est un film à voir en gang. Tu sais, on va l'écouter. Tu sais, c'est ça qui va clore le festival. Donc, nous, tu sais, on va triper, tout le monde connaît les scènes par cœur. On invite les gens à se déguiser. Ça va être l'enfer. Mais j'ai Tu sais, une question pour toi. On n'est pas obligé d'être un trou du cul pour y aller, non? Vraiment pas. pas Même obligé. les trous du cul sont invités à voir ça. OK, les trous du cul peuvent y aller parce que là, j'aurais été inquiet, sincèrement, si on pouvait pas y aller. Écoute, je vais être là. France, t'es sévère un peu. Hein? Remarque que j'ai dit un peu. Hey, si je te demande juste là, vite de même, un petit top, là, les films, je veux que tu m'en nommes quelques-uns à ne pas manquer dans les 3 jours de festival. Là, je veux que tu m'en nommes quelques-uns, donner l'eau à la bouche aux gens. Là. Qu'est-ce qu'il faudrait pas manquer que tu as vu qui va valoir vraiment la peine? Le jeudi soir, le cours qu'on présente avant Game of Death, qui s'appelle The Ninju. Oui. C'est la première canadienne. Il faut que vous voyez ça. OK. Hallucinant. Ça, je vous le dis tout de suite. Le C'est jeudi soir, un manquez cours, pas c'est ça. un cours 27 minutes, c'est ça? Oui, Ok. mais quand même, écoute, il y a du stock là-dedans, c'est fou raide. Pour le vendredi, Feuille morte, que la plupart des gens n'ont jamais vu, un film québécois avec, étonnamment, Roy Dupuis. Première Saguenayenne, ça n'a jamais passé ici. Honnêtement, je pense que ça vaut la peine d'être vu. Et puis, c'est la première fois qu'on passe, qui va être passé, dans le fond. Il y avait eu 2007, dans le temps, là, le film de 2027, le film de Simon Boivin. Là, il y a la suite, la survie qui va être présentée, donc ça va être 1 et 2. Et ces films-là sont totalement délirants, puis ça vient d'ici. Fait que c'est le fun que moi je trouve que ça vaut la peine que les gens voient c'est ça. sûr. Évidemment, la carte blanche au Requiem Fest, qui était l'Horror Festival à Montréal dans le temps. Écoute, ils nous ont préparé une carte hallucinante. Pour le samedi, The Void. OK. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est un film torontois qui est très peu connu, mais c'est un film à voir si vous aimez. Comment je pourrais comparer ça un peu à The Thing, un peu dans ce genre-là. Un film complètement hallucinant. Et puis, évidemment, Carte blanche, ça se passe le samedi. On ne peut pas manquer ça. Ouais, L'année passée, moi, je vous dis, l'année passée, mon meilleur moment de festival, c'était la soirée Spasme. Et cette année, ça risque d'être encore ça. Il faut que tu me rafraîchisses la mémoire. C'est-tu dans cette soirée-là où il y a eu le meilleur film que j'ai vu dans les 10 dernières années, c'est-à-dire la joke de pète réinventée, où on a quelqu'un dans un suit attaché qui reçoit une grosse paire de fesses qui sort du toit
Et qui Oui, lui- Ah, oui. écoute, je me souviens jamais du nom du film, mais ça m'a marqué à vie. Écoute, je m'en souviens pas à brûle pour point comme ça, mais je me souviens de la réaction des gens quand ce film-là a passé. ça avait aucun bon sens. Écoute, la finale, tout le monde a réagi, ça criait, ça se cachait les yeux, ça applaudissait, écoute, Ben, c'est l'occasion on de a faire eu des toutes sortes de découvertes. réactions sur ce film-là. Non, c'est ça. C'est l'occasion de faire des découvertes. Puis moi, je me suis laissé surprendre. Puis je pense que autant les gens qui s'y connaissent, qui ont fait un peu de festival, qui vont avoir le fun de peut-être revoir ou en découvrir d'autres, que ceux qui sont complètement des néophytes puis qui veulent juste aller se faire prendre au jeu, que ce soit une soirée, là, venez juste découvrir des trucs. Je pense que ça va valoir la peine. Moi, en tout cas, je n'ai pas regretté mon expérience de l'an passé. Puis assurément, j'y serai encore cette année. Hey Steve, je vous souhaite merde à toi puis toute ton équipe. Puis on va assurément se voir les injustes. On va être là, les gars. Je pense. Oui, on se revoit pendant le festival. Ah, ça, c'est sûr et certain. On va faire notre tour. Alan fait. J'ai hâte de vous voir, les boys. Ah, c'est sûr. Et Là. puis, ben, je voulais juste dire que les billets sont disponibles à 15 par soir dans les deux jeux vidéo high-tech de Jonquière et Chicoutimi. Et les passes sont disponibles aussi à 30 pour les 3 soirs. Et puis, c'est ça, Martin Thomas, j'ai vu ton cadeau de porte-parole de festival. Je pensais que ce cadeau-là était adressé à moi. Et puis, quand j'ai su que c'était pour toi, j'étais vraiment en crise. Ah oui, j'ai le droit à ça. OK. Oh. Ouais, Je vous écoute, reviens avec c'est prépare-toi, quoi. tu vas capoter. Moi, je suis jaloux. Hey Steve Dallan, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, ça me fait plaisir et merci de m'avoir invité sur votre show. Hey, Super, pas de super problème. intéressant. J'ai comme un feeling qu'on va se rejaser. Salut! Absolument. Hey, salut Salut. Steve. Première sortie des Injustes, alors qu'on est allé à la première de Thor Ragnarok, 16e film de l'univers de Marvel, si je tiens bien le compte. Il n'en reste qu'un seul avant Avengers Infinity War, si ma mémoire est bonne. C'est Black Panther qui devrait sortir bientôt, Au mois de février. au mois de février. Et ensuite, ce sera Avengers Infinity War. Et là, on va avoir l'orgie et le spectaculaire feu d'artifice de tous les super-héros de Marvel. Mais revenons à Thor Ragnarok. C'est bien la première fois que Thor m'excite le poil des jambes. On va se le dire, le premier et le deuxième, je les ai détestés, j'ai pas vraiment trippé, c'est pas mon héros. Je comprends encore difficilement la différence entre l'univers des Gardiens de la Galaxie puis l'univers des 9 royaumes dépeints dans Thor, puis comment ça se connecte, tout ça. J'ai encore beaucoup de difficultés avec ça. Je suis pas un grand lecteur de Marvel, donc... C'est parce que là, tu parlais de Thor avec les normes royaumes. Ça n'a rien à voir avec Marvel. C'est juste une question de culture qui semble manquer au niveau nordique, là, mais Non, ça, je l'ai compris. C'est pas ça que je te parle. C'est que ça paraissait pas. Je vois juste difficilement comment les Gardiens de la Galaxie peuvent exister dans le même univers que Thor, puis ces 9 royaumes qui semblent être dans l'espace aussi. J'ai bien de la misère à différencier les paliers. Là. J'ai comme, écoute, ça a l'air d'une grosse tour à bureau dans ma tête, là, puis je suis pas trop sûr de où est-ce qu'on est, puis qui est qui, puis quoi qui est quoi. Là. Ben de la misère avec ça. Là. OK, puis tu catches les multiverses de DC avec les 164 Batman, Ouais, puis mais ça, c'est facile. puis les 200... Ça, c'est facile. Ils ont pris un miroir puis ils l'ont reproduit une vingtaine. Ça, c'est pas trop dur, ça. Ça, c'est pas trop dur. Mais bref, je suis pas un habitué de cet univers-là. Donc, j'y allais avec peut-être un peu de réticence. Évidemment, on m'a vendu Ragnarok avec Hulk, avec Doctor Strange dans le dernier film, la scène qui était coupée à la fin du film, qu'on voyait qu'il allait y avoir des rapprochements. Sincèrement, j'ai adoré mon expérience. Vous autres, les boys? Personnellement, le film, je l'ai beaucoup adoré. On reste dans la même veine de tous les films de Marvel qui ont sorti cet été. Là. Qu'on prenne Guardians of the Galaxy 2, qu'on va prendre Spider-Man Homecoming. Thor Ragnarok reste dans la simplicité et du fait que le film roule pendant 2 heures sur des gags qui sont en continu. Sauf que cette fois-ci, on est vraiment avec Thor, donc on s'attend à ce que le film soit vraiment cave et ça passe beaucoup mieux à cause de ça. T'sais. Avec Guardians of the Galaxy 2, il avait poussé l'humour un peu trop loin par moment. Tu faisais comme OK, je suis pas sûr. Spider-Man Homecoming, c'était comme un feel-good movie qui apportait pas grand-chose, mais tu sais, il était punché à bon contenu. Tu faisais comme, je m'entendais pas ça de Spider-Man, j'ai pas détesté l'expérience, ça a bien passé. Mais Thor, tu fais comme, Thor, c'est un cave. Là, tu vas voir ce film-là, il va dans le même moule. Le film est génial, mais ce qui me désole, là, c'est que j'ai l'impression qu'on est rendu dans le James Gunn Universe là, depuis 3 ans. Là. Depuis qu'il a fait Guardians of the Galaxy 1, là, à peu près tous les films
vois ces séquences, Thor Ragnarok en est un bon exemple. Au niveau musical, avec la tune de Led Zeppelin que tu as fait jouer, ça va beaucoup chercher sur l'action, sur le score. Ça fait que le côté musical, des fois, est plus important. Puis même quand tu regardes le film, là, les plans séquences de James Gunn, je suis plus capable. Bon, en même temps, quand même, je suis content de voir la bande sonore être enrichie de musique contemporaine comme celle qu'on vient d'entendre parce que, on va se dire, la bande sonore des films de Marvel, c'est leur grosse faiblesse. Là. Nommez-moi un thème qu'ils ont fait que vous retenez. Là. Ben, c'est parce qu'il n'y en a à peu près aucun, parce qu'ils n'ont jamais engagé un gros Ben, c'est ça. Là. Donc, ça a toujours été leur faiblesse. Alors, depuis, moi, Guardian of Galaxy 1, si vous êtes pour ne pas avoir de bons compositeurs qui vont nous faire des thèmes héroïques, qui vont nous ramener dans notre... Tu sais, qu'on va l'entendre et on va être capable de l'identifier comme le thème de Batman, comme le thème de Superman, par exemple. Si vous n'êtes pas capable de me faire ça, ben, tant qu'à ça, donne-moi une bande sonore qui a de l'allure. Tu sais. Puis je pense qu'on l'avait compris avec AC/DC, avec Iron Man, puis on l'a compris encore une fois avec Led Zeppelin, ou encore ce qu'on avait fait avec Guardians of the Galaxy, qui était génial aussi. Pat, ta critique de Thor Ragnarok, t'as-tu aimé ça? Visuellement, là, j'ai trouvé ça éclatant. Je pense que c'est une gifle à la doomitude de DC. Les couleurs, de la façon dont c'est filmé, le ton en général, ça garoche visuellement. Je suis d'accord avec Alan sur le fait que il y a une influence notable du coup d'éclat de Guardian avec James Gunn. Là. Ça commence, à un moment donné, il va falloir qu'on se questionne là-dessus. J'ai peut-être ma théorie, je vous l'expose, vous me dites ce que vous en pensez. Parce que quand je suis revenu du film, j'ai eu cette réflexion-là aussi. Je me suis dit à quel point, par exemple, le personnage de Loki est devenu un punchline. Tu sais, je veux dire, Loki, c'est plus un méchant, là. C'est un punchline. Pourtant, dans Thor 2, c'était totalement le contraire. Ben oui, il y avait oui. Tu sais, c'était la seule chose qui était bon dans Thor 2, c'était le côté malsain, là, puis tu sais, le Méchant. crosseur qu'il y avait de Loki, là, du début jusqu'à la fin. Tandis que oui, effectivement, comme Tu sais, il a quand même essayé d'envahir la Terre, là. Ça a quand même été le premier méchant des Avengers. C'est quand même quelqu'un que, tu sais, là, il est devenu une punchline. Et la raison que je m'explique, c'est que est-ce que ça se pourrait qu'après 16 films, avec un univers qui est tissé serré, avec des personnages qui s'entrecoupent dans tous les films, on a décidé de miser sur l'humour, sur la légèreté, sur le punchline, pour essayer de ramener les gens qui n'ont peut-être pas vu l'ensemble des films ou qui ne sont pas encore conscients que tous ces films-là sont connectés. Parce que hier, là, autant moi qui ai suivi les 16 films, que, je sais pas, moi, ma blonde qui nous a manqué une coupe, elle aurait eu du fun hier à Thor Ragnarok. Elle aurait eu du fun. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont pensé. Je pense que le ton bon vivant est hyper large public. Ça ouvre les portes vers... regarde, je m'en fous. Je me souviens plus des deux autres Thor. C'est pas grave. Le jeu trip. Thor est là. Hulk est là. Il y a des jokes. Il y a des personnages qui sont Parce que même totalement... eux, dans le film, rient des plot holes. Tout à fait. Tu sais, à un moment donné, Écoute, ils disent « Ah ouais, t'étais où, toi? Ah, ça fait 2 ans que j'étais là. Ah, OK. » Ça arrête là, tu sais. Mais c'est pas juste ça, c'est parce que je pense que on va remettre ça à la coche que Josh Whedon avait sauté avec Age of Ultron. Ils ont fait, regarde, là, il faut que tu fasses un film, mais il faut que tu mettes l'élément pour tel film, tel film, tel film. Je pense qu'il fallait qu'il plug 8 films Dans dans Age of Ultron. Là, il a fait, qu'est-ce que vous faites là? Comment vous faites ça? Puis quand tu écoutais Age of Ultron, là, tu faisais comme, hey, j'essaie de comprendre pour ça. Y a-t-il quelqu'un qui comprend encore pourquoi Thor était parti dans son esti de cave? Personne ne l'a su. Personne ne l'a su, puis même dans le film hier qu'on était voir, il a fait référence à ça. C'est comme. À sa vision d'Asgard. Sa qui vision tombe. d'Asgard qui tombe, tu sais, c'est comme, ouais, mais c'est parce que Age of Ultron, ça fait quand même. Ça fait 3 ans de ça, c'est comme. À peu près. C'est que vous avez préparé ce film-là qui vient de sortir là, il y a 3 ans, puis vous avez mis ça dans le film. C'est qu'à un moment donné, c'est comme trop. C'est comme Age of Ultron. Andy Serkis. Oui, pour Black Panther. C'est le méchant de Black Panther qui sort au mois de février. Non, c'est loin, là. C'est loin. C'est loin. À un moment donné, ça marchait pas parce qu'avant que les films étaient plus rapprochés, puis ils mettaient juste dans les séquences de fin, comme avec le Tesseract dans Captain America, The First Avenger, qui ramenait au film The Avenger, c'était minime. Sauf que là, à un moment donné, ils ont trop essayé de les mettre dans les films, puis je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont cassés à la gueule solide avec ça. Ben, c'est ça. Moi, je pense que quand ils étaient réunis dans leur salle de production, ils se sont dit on doit faire un film qui répond aux attentes des fans sur où est rendue la plus grosse histoire, là, où est-ce qu'on s'en va, quels éléments, quels nouveaux personnages on emporte. Mais en même temps, faut pas balancer tout le monde qui risque de venir. Il faut leur trouver quelque chose. Il faut que ce soit sympathique. Il faut que ce soit drôle. Il faut que ce soit agréable. Il faut que ça coule. Il faut que les gens aient le goût et aient un bon fou rire. Sauf que le problème que tu as avec ça, c'est que tu perds quand même un peu tout le sérieux que tu avais au début de ta saga. Tu sais, je veux dire, quand tu prends Loki,
puis que t'en fais une punchline, quand tu prends le Grandmaster puis que t'en fais un comique, quand tu prends même Ella puis t'en fais que, oui, elle est badass, oui, elle torche des culs, mais elle fait des jokes aussi. Puis elle est moins, tu sais, tu sens moins l'attachement au personnage ou la peur qu'il puisse perdre. Là, c'est juste vraiment, mets-moi-en plein la gueule, j'en veux. Effectivement, c'est comme je te dis, là, c'est parce que c'est pour ça que je compare ça au James Gunn's Universe, parce que Guardian of Galaxy a ramené ça. Puis en plus, un autre point là, qui va faire un beau lien avec ça, Guardian of Galaxy, c'est les années 80. Effectivement. Et Thor, Ragnarok, dès qu'il arrive sur la planète Sakaar, là, on est tous des couleurs pastel. C'est tout plein de couleurs et tout est très, très rétro. Je dirais que dans le film, on tombe des années 80. Là, ça prend 20 minutes que le film est commencé pour on est tombé sur le ton des années 80. Le Grandmaster, même la façon dont l'hologramme est fait en géant, puis la musique, le clavier qui revient. Ça me fait penser, justement, on avait la discussion durant le film, qu'est-ce qui fait que... Tu sais, quelqu'un qui va analyser notre cinéma de 2014, 2015, 2016, qui va regarder ça puis qui va se dire, coudonc, il était donc bien obsédé avec les années 80. Qu'est-ce qui explique ça? Moi, je pense que les années 80 là, ont été porteuses d'un paquet d'icônes importantes. T'as un paquet de punchlines qui viennent des années 80. T'as un paquet de trucs importants qui arrivent de là. Tu sais, plein de références visuelles viennent des années 80. Puis il faut aussi penser à la génération de cinéphiles actuels. Là. Bon, nous autres, on est des croûtes. Moi, je suis une croûte, je l'assume. Vous autres, vous êtes en devenir. Mais il y a des générations là, qui, eux autres, là, tu vas leur parler là, avant telle date. Là, le cinéma n'existe pas. Ça, c'est pas là. Parce qu'ils n'ont pas eu besoin de se cultiver, puis ils ont déjà tout accès avec leur téléphone intelligent. Alors qu'à une certaine époque, tu allais au cinéma, tu jouais à tel jeu, tu allais dans tel arcade, tu lisais tel film. Tu me parles de référents. Ouais. Tu me dis que dans les années 80, c'était facile d'amener un public large à comprendre quelque chose de complexe parce que les référents étaient les mêmes ou presque pour tout le monde culturellement. Oui, puis l'affaire, c'est que c'était tellement punché qu'à quelque part, ça l'a influencé tout le monde. Puis ceux qui étaient kids, qui allaient au cinéma avec leur grand frère ou avec leur grande sœur, ou qui ont par la bande ont connu telle affaire, ben aujourd'hui, eux autres aussi, ça fait partie d'une culture. C'est hallucinant. C'est une nostalgie importante des années 80. Puis je suis pas certain que cette nostalgie-là existerait sur les années 90. Puis pensez-vous, là, on est en 2017. Là. Oui. On l'appelle comment, là? Tu sais, de 2000 à 2010, ça, c'était quoi? Là? Puis quel est votre souvenir marquant de 2000 à 2010 en termes de c'est pas culture? juste ça, c'est parce qu'il faut jamais oublier aussi qu'il y a un problème qui est arrivé avec le 21e siècle, avec les technologies qu'il n'y avait pas des années 80. Au niveau des années 80, puis même qu'est-ce qui était avant, là, on était dans un monde où, tu sais, sans le vouloir, on était ignorant parce qu'on n'avait pas accès à toutes les informations. C'est que tu ouvrais la TV, puis ce qui passe à la TV, c'est la seule réalité qui était possible. Tu ne pouvais pas essayer de le contredire en faisant comme Chris, je voyais pas sur Wikipédia, c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Mm-hmm. Tu n'avais pas de référence à part. Puis aussi, tu avais l'autre fait que, mettons que tu décides de faire un film d'horreur, tu es pogné dans ta cabane, le gars, il est l'autre bord avec un couteau, il veut te tuer. À cette heure-là, ça fait comme, 911, je suis dans la marde, t'es où? Ben, j'ai ouvert le GPS. On envoie quelqu'un dans 5 minutes. Sais-tu avec quel film j'ai remarqué ça? James Bond. Quand tu te rends compte que James Bond, avec un iPhone, est probablement beaucoup plus débrouillard que n'importe quel de ces James Bond des années 60, 70, 80. Tu sais, je veux dire, ça devient difficile avec la technologie. Puis ça fait aussi en sorte que, quand tu regardes des films comme James Bond, par exemple, regardons cet exemple-là, sont tellement rendus poussés dans la technologie pour essayer de nous faire croire qu'il est en avant de nous autres, que c'est juste devenu incompréhensible. Tu fais comme, ouais, OK, là, c'est trop. Là. Tu sais, la puce dans le sang, puis le téléphone qui fait des maps en 3D. Puis là, à un moment donné, tu te dis, non, là, ça, c'est trop. C'est juste trop. Puis effectivement, probablement pour un scénariste, probablement pour un réalisateur, de mettre l'action dans les années 80, ça règle beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Oui, effectivement, ça règle beaucoup de problèmes, puis sans compter que même si tu veux faire quelque chose avec les jeunes, ça fait que tu vas chercher une génération où ce que le monde sortait dehors, qui n'était pas pogné là, à faire leur troll à Call of Duty online, puis à rien faire ça de leur journée. Tu sais, c'est parce que le monde n'avait pas le choix de communiquer entre les autres. Tu avais une société qui était beaucoup plus simple et beaucoup plus saine. Puis souvent, là, c'est parce qu'on a moins la haine qu'il peut souvent avoir, justement, avec les médias sociaux ou n'importe quoi. On était vraiment sur quelque chose qui était beaucoup plus sain. C'est que tu peux t'embarquer là-dedans, puis il n'y a personne qui va faire « Ah, mais pourquoi il n'a pas fait ça avec son téléphone? Pourquoi il n'a pas été chercher l'information? » Là, mettons qu'il y a quelque chose de surnaturel qui sort. Tu n'as rien qu'accès à la bibliothèque pour essayer de trouver tes réponses.
Et tu m'amènes au prochain sujet. Et ça, c'est très années 80. Et on a eu l'occasion de... En tout cas, vous l'avez terminé, 2e saison de Stranger Things. Je suis rendu au 6e épisode parce que je suis un bon gars. Et j'ai décidé d'attendre ma blonde. Ça fait une semaine que je me ronge les doigts pour pas finir tout seul dans mon lit avec mon ordinateur portable. Mais j'attends pour être bon joueur avec ma blonde. Je suis rendu au 6e épisode. Et bien que les critiques étaient mitigées, moi, sincèrement, c'est un 2e coup de circuit. Hein. Personnellement, je suis d'accord avec toi, c'est un 2e coup de circuit, sauf que je vais te dire possiblement mon avis sur pourquoi les gens ont moins aimé la 2e saison. La première saison, on découvrait quelque chose qui était nouveau, sur un style qui était rétro. On avait beaucoup de E.T. mélangé avec les Goonies. On suivait une gang de jeunes qui étaient toujours ensemble, puis que c'était les jeunes. T'arrives à la 2e saison, les jeunes sont comme semi-séparés, tu les vois moins souvent ensemble. T'sais, le premier épisode, tu vois les jeunes sont là d'avant. Mais je dirais qu'après, là, hein, ben, c'est hop, Scarback. Mais pourtant, on a trouvé encore des nouveaux jeunes qui s'ajoutent. Puis, sincèrement, le gars qui est au casting, là, donnez-y une promotion, là. Oui, je dirais pas le contraire, parce que l'idée d'avoir acheté Mad Max, justement, parce qu'il manquait la fille rousse pour faire le groupe de Hit au grand complet. Donc, vraiment, le lien de ça a été fait directement avec la petite fille rousse qui manquait. Mais comme je dis, c'est parce que là, peut-être que tu es rendu à l'épisode 6, tu as certainement te rendre compte qu'à un moment donné, dans les épisodes, les flots vont commencer à se séparer. Ils seront plus ensemble. Ils vont former... À un moment donné, je pense qu'ils sont en 3 groupes différents. Mais Winona Ryder puis le personnage de Arbor, là, ces deux-là, ils sont là 70% du temps. Ça fait qu'on est rendu sur une série qui est beaucoup plus portée sur les adultes. C'est qu'on a un clash qui est beaucoup plus raide. Puis au niveau des références, on lâche E.T., on lâche les Goonies. Malgré le fait que pour les Goonies, ça va avoir été chercher Sign Austin pour la série. Là, quel coup de maître! C'est génial. Mais là, on va chercher du The Thing, Poltergeist, Close Encounter of the Third Kind. Third Kind, oui, effectivement, rencontre du 3e type. On va aller chercher beaucoup d'aliens aussi avec les nouveaux monstres là-dedans. Désolé pour le petit spoiler, si je peux vous dire qu'ils ressemblent un petit peu à des aliens. C'est qu'on va chercher plus dans l'horreur, beaucoup plus dans l'horreur. Et là, on se ramasse avec un clash avec la première saison qui était sympathique. Ça faisait comme, hey, j'ai donc du fun, c'est donc bien léger. 2e saison, on est beaucoup plus hardcore. Pat, t'en as pensé quoi? T'as vu la 2e saison? T'es-tu un peu d'accord avec ça? Ou? Oui, je suis d'accord avec les points que vous avez approchés. J'ai trippé sur le casting. J'ai trippé. Sean Austin, là, incroyable. Il est d'un sympathique, là. Quel personnage naze, hein? Oui, trop... écoute, il est trop... Ben, c'est Sam. Oui, c'est ça, exactement. Et Winona Ryder. Écoute, c'est le personnage le plus bright de toute la série. Elle est toujours en avance sur tout le monde. Il y a de ces acteurs dont je m'ennuyais, que je suis content de revoir en 2017. Winona Ryder, mais on peut ajouter à ça Michael Keaton. Je suis donc content de revoir. Il y en a qui font des retours là, fracassants de même. Et là. Jeff Goldblum, hier, dans Thor Ragnarok. On a vraiment trippé sur Jeff Goldblum hier. Mais il était-tu cool? Mais ils étaient où, ces acteurs-là, depuis un certain temps? Je me suis ennuyé de ces acteurs-là. J'étais content de les revoir. Puis Winona Ryder a fait une excellente job. Là. Dans Black Swan, on avait dit, bon, une vieille has-been qui revient faire un petit tour, tant mieux, c'est le fun, beau clin d'œil. Mais dans Stranger Things, elle est en train de remettre sa carrière sur les rails. Là. Un peu comme Robert Downey Jr. l'avait fait avec Iron Man, là, où on pensait qu'il était fini, que c'était terminé, qu'on ne le reverrait plus jamais. Puis aujourd'hui, c'est probablement l'un des acteurs les mieux payés et les plus populaires. Là. Elle a vraiment fait une Christie de job dans cette série-là. Maintenant, je vous pose la question. J'ai pas vu la fin, je veux pas de spoiler, mais doit-on, avec Netflix, aller de l'avant avec une 3e saison? Ben, de la façon qu'ils ont fini ça, c'est effectivement, c'est sûr et certain qu'ils s'en vont là-dessus. Je crois pas qu'il va y avoir des problèmes par rapport à ça parce qu'ils ont commencé quand même à sortir des chiffres par rapport au code d'écoute. Le premier épisode, dans la première journée, avait été cherché dans 15,8 millions en audience. Puis pour le reste des épisodes, ça avait baissé un petit peu un petit peu en bas du 10 millions. Ben, ça a été recherché dans le coin du 6 là, pour la première fin de semaine. Ça fait que il y a quand même à peu près 6 millions de personnes qui se sont enclenchées en 3 jours. Ben, quand même. Alors, on va attendre avec impatience, à moins qu'un acteur soit dans un scandale sexuel et que Netflix soit obligé de... En parlant de ça se peut que Jonathan Bryan ne revienne pas la prochaine saison. C'est vrai, c'est fait pogner avec de la coke dans un aéroport. Effectivement. Voici les injustes.
Juste avant de se laisser, on a pris l'habitude lors du dernier podcast de faire ça, puis j'aime ça faire un tour de table avec c'est quoi ton poison? Je vais commencer avec Pat. Tiens, Pat, c'est quoi ton poison? Qu'est-ce que tu lis, que tu écoutes, tu regardes? Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les derniers temps? J'en avais déjà parlé auparavant. Je viens de terminer un des comptes interdits, une revisitation étrange. Avec un nouveau mot? Oui, c'est bien d'inventer des mots. Oui, t'es libraire. Je voudrais juste Oui, préciser aux gens qui nous écoutent, Pat est libraire. Oui, et j'en invente beaucoup en librairie. Oui. Et j'aime ça. T'as un petit dictionnaire du petit Pat? Comme se nutrir. C'est super se le nutrir. fun. Oui, exactement. Okay. Donc, je me suis nutri avec un nouveau livre. C'était Peter Pan par Simon Rousseau. Qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à, je sais pas, au Peter Pan qu'on connaît tous? Peter Pan, c'est un espèce de pervers. Hook, c'est le personnage principal que tu suis, le plus sympathique, même si c'est un gros dégueulasse. Tinkerbell, Clochette, là, oh mon Dieu. Juste à penser à Clochette, là, tu penses à la... Elle est dégueu. Comme la pire représentation visuelle d'une vieille pute dégueulasse. Oh, OK. Mais c'est né de où, ça, ce concept-là? L'affaire, c'est que c'est une gang... L'horreur québécois avait décollé là, pour plein d'affaires. Là. Bon, c'est ça, il y a Sénécal, là, mais il y a plein d'autres mondes. Puis il y a eu des concepts où un auteur arrive et dit « je vais revisiter quelque chose. Okay. Je vais reprendre une idée, mais je vais la rendre adulte, trash, méchante, brutale. » Et ça, c'est dans l'intense totale. Là. Tu bien à lire? Ah non, tu le clenches bang de même. Là. Tu sais, ça se clenche tout seul. Tu peux aimer ou ne pas aimer. Les tons des 4 qui sont sortis dernièrement sont différents. Assez que ça m'a tenté là, d'acheter les 3 autres puis de dire je vais voir la saveur des 3 autres. C'est quoi les 3 autres qu'on a choisis? Il y a Blanche-Neige, Hansel et Gretel puis les 3 petits cochons. Là. OK. Ouais, dans le méchant total. Là, les 3 petits cochons, c'est quoi? C'est Salvaille, Roson puis... Non? Ils n'ont pas eu le temps de leur faire de même. Peut-être qu'il y a Kevin Spacey. Kevin Spacey, là aussi. Coucou! Est-ce que tu as 14 ans? Ça m'intéresse. OK. Donc, ça, on peut retrouver ça en librairie? Oui. Gros hit. Super sympathique. Alan, ton poison. Moi, c'est pas quelque chose que je lis présentement, mais c'est quelque chose que je suis encore. On n'a pas encore parlé de manga, c'est que je décide d'en profiter de parler. Je vais parler de One Punch Man. OK. Je connais pas. One Punch Man, c'est pas compliqué. Là. C'est juste l'histoire d'un gars qui était normal dans la rue, mais c'est un monde où des super-héros existent, puis il y a des monstres super boostés qui les attaquent, qui ressemblent à peu près à des monstres qu'il va y avoir dans Dragon Ball ou n'importe quoi. Donc, il y a un gars, à un moment donné, dans la rue qui décide de devenir un héros, et pour ça, il fait un super entraînement. Il fait 100 push-ups par jour, 100 redressements assis, puis il court 10 km à tous les jours. C'est rien d'impressionnant, mais il paraît que si tu fais ça jusqu'au temps que tu perds tous tes cheveux. Ah oui? Oui, il a fait ça jusqu'au temps qu'il perd tous ses cheveux, et maintenant, c'est rendu One Punch Man. Ça, c'est le héros underground que personne ne voit qu'est-ce qu'il fait, puis que si jamais un monstre arrive, lui, il donne un coup de poing, puis la moitié de la planète est détruite, là. C'est magnifique. C'est incroyablement génial. C'est d'un humour qui est plus que parfait. Et si vous êtes trop vache pour le lire, c'est merveilleux. La première saison en anime est sur Netflix. Ah oui, en plus? Et ça respecte vraiment le manga, là, puis la qualité d'animation est vraiment, vraiment parfaite. Et c'est un plaisir coupable à regarder. Le problème que j'ai avec les mangas, c'est souvent plusieurs numéros qui sont assez dispendieux. Dans le cas de cette série-là, on parle de combien de numéros? Là, présentement, il y a 12 numéros qui sont sortis. Okay, c'est pas tant pire. On parle d'environ 12-13$ du numéro. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez Netflix, vous avez à peu près l'équivalent des 8 ou 9 premiers numéros qui sont déjà là-dessus. C'est que vous pouvez regarder ça. Ça vaut vraiment le détour. C'est quelque chose qui est merveilleux. L'humour là-dedans, là, t'es mort de rire tout le long. Là, ça n'a aucun sens. De mon côté, mon poison, j'ai lu le dernier Patrick Sénécal. En fait, j'en suis au dernier chapitre et évidemment, il a fallu que je le lâche pour venir enregistrer le podcast avec vous. Vous voyez comment je vous aime. Quand même, il a fallu que je lâche ma lecture. Il y aura des morts, donc c'est le dernier Sénécal. Depuis L.com, et c'est pas anodin pourquoi je vous nomme L.com dans la chronique, puis vous comprendrez quand vous allez lire le livre. Mais depuis L.com, on sent que Sénécal s'en va peut-être plus vers le suspense, le thriller, quelque chose de peut-être un peu moins trash à la description des meurtres. C'est encore de l'horreur, c'est encore des meurtres, mais plus, comment je pourrais t'expliquer ça? On est un peu moins trash que Alice, L.com, 51-50 rue des Hommes, puis tous les anciens volumes que vous avez à l'idée. J'ai aimé ça se passe à Drummondville. Le point négatif, c'est que c'est évidemment ceux qui connaissent très très bien la ville de Drummondville, tu peux faire le parcours du personnage.
Et donc, ça dure 36 heures, le roman. C'est un 36 heures dans la vie du personnage principal. Ce qui lui arrive, c'est que ce gars-là est un homme sans histoire. Il y a un bar, il est propriétaire d'un bar à Drummondville. Et un jour, il y a une dame qui entre chez eux qui lui dit à 5 heures ce soir, tu vas mourir. Et là, il se demande pourquoi. Et il se rend compte qu'il est victime d'une chasse par des tueurs professionnels. C'est quelqu'un qui a commandité sa mort et il est au milieu d'un jeu. Au lieu de payer un professionnel pour qu'il l'assassine, ils ont payé un groupe de personnes qui courent après cet individu-là et qui doivent l'assassiner. Il y a des règles, c'est un jeu. Il apprend les règles au fur et à mesure que le livre se déroule. Il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est au milieu de tout ça, qui a commandité le meurtre. Sincèrement, c'est un roman de chasse à l'homme. C'est vraiment agréable. Cependant, c'est comme le bémol dont je vous parlais. Comme je connais pas beaucoup de Drummondville, à un moment donné, tu t'y perds. T'sais, il tourne à droite dans telle rue, rentre à gauche dans telle rue, voit le buisson devant telle école, se rend dans le parking de telle usine et réussit à semer son assaillant dans telle rue en tournant à gauche, à droite et en avant. Là, à un moment donné, tu te dis, ouais, OK, là, je sais plus pas tout ce qui est. Utilise Google Street. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup d'efforts pour un livre, là. Tu sais, je veux dire, j'ai fait ça avec certains livres, là, mettons Lord of the Rings, là. Mais à un moment donné, j'aurais pas un map à côté de moi tout le long que je lis un livre. Ça, j'ai trouvé ça peut-être un peu lourd, mais pour le reste, c'est du Sénécal à son meilleur. Puis il y a un lien encore, comme dans tous ces derniers livres, avec les livres antérieurs. Je vous laisse découvrir lequel. Sincèrement, du bonbon, ça se lit encore très, très, très bien. Sénécal qui est en train de devenir tranquillement pas vite notre Stephen King du Québec, là, à un par année. Là, il y a un bon rythme. Il y a un très bon rythme. Ben, hâte de voir jusqu'où ça va aller. Là. Il est incontestable. Là. C'est comme notre roi de l'horreur à nous autres. Puis il est sympathique puis il a du talent. Fait que pourquoi pas continuer sur cette lancée. Ah non, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Pour nous autres, on se retrouve au prochain podcast avec plein d'autres sujets. On va aller au Festival Frisson du Nord. C'est sûr qu'on va revenir avec les critiques des courts-métrages qu'on a vus là. Puis éventuellement, ce sera Justice League. Les injustes.